après finalement avoir cherché à comprendre ce qui fait la particularité d'un écoquartier lors de la première conférence. On a ensuite approfondi le sujet avec la deuxième conférence sur la santé et les écoquartiers. Et maintenant, cette troisième conférence portera sur l'économie. Donc moi, je suis Élodie Morandini, je suis coordinatrice au Conseil régional d'environnement de Laval. Le Conseil régional d'environnement de Laval a maintenant 25 ans. Il a été créé par des citoyens et des organismes environnementaux et sa mission est vraiment d'améliorer la qualité de l'environnement et de promouvoir le développement durable. Donc il est à l'écoute des citoyens et on essaie vraiment de faire de Laval une ville de plus en plus verte et ouverte à la transition écologique. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Jonathan Falardeau pour Laval en transition, si Jonathan est là. Sinon, je peux commencer par Charles et puis Jonathan enchaînera ensuite. Donc Charles, si tu veux bien présenter Coalition Climat Laval. Oui, bien sûr. Bonjour, bienvenue à tous. Donc, mon nom est Charles Grenier. Je m'implique auprès de la Coalition Climat Laval. Je suis également le vice-président de la Coalition Climat Montréal. Donc, on est très fiers d'être associés à cet événement-là. Pour rappeler un peu la mission de Coalition Climat Laval, pardonnez-moi, la Coalition Climat vise à informer et mettre en réseau les citoyens et les décideurs politiques et tous les acteurs de la transition énergétique quant aux pratiques et politiques qui garantiront l'atteinte de la carboneutralité. Donc, dans notre mission, il y a également deux axes qui sont très importants pour nous. D'abord, l'axe de la carboneutralité, davantage une composante environnementale, également la participation citoyenne, qui est peut-être une composante davantage de gouvernance. Donc, dans les écoquartiers, on retrouve ces deux composantes-là qui sont vraiment intrinsèques à la création d'un écoquartier. Le but un peu de la conférence d'aujourd'hui, la question d'économie, c'était pour aborder quelque chose qu'on parle nécessairement pas beaucoup dans la création des écoquartiers, qui est la question économique. Donc, dans le mot écoquartier, le mot éco, on pense beaucoup à l'environnement, mais ça peut signifier également la question économique. Donc, le but de la rencontre aujourd'hui est de vous informer sur les questions de l'économie sociale. Donc, on a aujourd'hui avec nous Mme Louise Audert, et également au niveau de l'économie collaborative et de partage. Donc, nous avons également Guillaume Lavoie parmi nous qui pourront vous donner leur définition de ces modèles économiques-là plutôt, qui ne se veut pas nécessairement des modèles alternatifs, mais plus des modèles complémentaires dans la création de richesses collectives. Voilà. Le prochain tour de parole était pour Jonathan Falardeau s'il est là, sinon il faudrait passer la parole à quelqu'un d'autre. Donc, si Jonathan Falardeau est là, je lui invite à prendre la parole maintenant. Ce sera finalement Paul-André Dagenet pour Laval en Voilà. transition. Oui, il semble que Jonathan n'est pas avec nous en ce moment. Bonjour à tous. Mon nom est Paul-André Dagenet, résident de Sainte-Rose. Je me fais aujourd'hui le porte-parole de Laval en transition, un mouvement citoyen né d'une volonté commune d'unir nos forces pour transformer positivement nos communautés, diminuer notre empreinte écologique et lutter activement pour renverser la crise climatique. Les valeurs qui guident les actions des citoyens et citoyennes de Laval en transition sont la démocratie participative, la communauté, le respect, l'imagination, l'audace et le plaisir. Et ce qui me fait vraiment plaisir aujourd'hui, c'est de constater qu'il y a des citoyens, des citoyennes et également des organismes qui se rencontrent aujourd'hui pour discuter de moyens et de solutions pour un avenir plus durable. Donc, au nom de Laval en transition, je remercie les partenaires qui rendent possible cette activité, ainsi que toutes les personnes impliquées. Bravo et merci à tous. Merci, Monsieur Dagenet. Alors, la conférence va se passer de la manière suivante. Les deux conférenciers donc, vont faire des présentations à peu près de 25-30 minutes. Et ensuite, on aura une grosse période de questions de 30 minutes à la fin. Donc, pour vous préparer à la période de questions, ça se fera via le chat. Et puis, moi, je retransmettrai les différentes questions en espérant que je puisse en partager le plus possible. Donc, n'hésitez pas à noter les questions que vous aurez en tête. Donc, aujourd'hui, nous avons avec nous, donc, comme le Charles le précisait, Louise Audert, qui est directrice générale du pôle régional d'économie sociale de Laval. Et nous avons Monsieur Guillaume Lavoie, qui est entrepreneur en politique publique et expert en économie collaborative. Et c'est lui qui va commencer donc cette présentation. Eh bien, merci beaucoup. Alors, merci au CRE de Laval, la coalition Climat Laval et Laval en transition. Alors, je vais juste, pour les besoins de la cause, là, vous demander une minute le temps que je partage mon truc.
Et en attendant, si j'ai bien compris, juste pour être certain, nous avons ensemble là une trentaine, quarantaine de minutes, mais je vais essayer à la limite de faire plus court que trop long, ne serait-ce parce que je veux avoir de vos questions le plus possible. Et si jamais il y a des questions là, profondes qui vous tarabusquent là, au point que vous ne pourriez pas attendre, moi, je ne verrai pas le chat, mais envoyez ça aux organisateurs, puis je vais inviter les organisateurs à m'interrompre et de poser la question brûlante. Moi, ça ne va pas me déranger du tout. Au contraire, c'est très bienvenu. Et je vous invite, ceux qui le souhaitent, à ouvrir vos caméras, ne serait-ce que pour que j'ai l'impression de ne pas faire de la radio, mais ça va me faire plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et mon mandat est un peu particulier. Alors, on me fait marcher sur des charbons ardents. Parler de cette bibite. D'abord, est-ce que le PowerPoint fonctionne bien? Juste pour être certain. Parfait. Oui, c'est parfait. Alors, juste pour vous parler de cette bibite qui est aussi prometteuse et extraordinaire qu'elle est controversée et terrifiante, qu'est l'économie collaborative. Alors, ce que je veux faire avec vous d'abord, c'est pour être capable d'en discuter correctement et pour voir tout son potentiel et ses défis pour éviter ces dérapages dans le réel, là, au coin des rues à Laval. Je vais vous proposer de voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas, combien c'est gros, où est-ce qu'on retrouve ça, l'ensemble des possibilités, de comment on fait pour gérer cette espèce de puissance nucléaire là, qui peut à la fois être merveilleuse et à la fois être destructrice. Alors, c'est ce que je me propose de faire avec vous aujourd'hui. Alors, je commence par un truc. En passant, j'ai fait la même chose que Luc Godbout a eu comme mandat au gouvernement. On lui avait confié à Luc Godbout, ce grand fiscaliste de l'Université de Sherbrooke, faites-nous un rapport sur l'ensemble des enjeux fiscaux. Moi, j'ai eu à peu près le même mandat, mais avec beaucoup moins de temps et beaucoup moins d'argent, mais de faire un peu, faites-nous le portrait de tous les enjeux économiques, sociaux, réglementaires, municipaux, etc., qui toucheraient l'économie collaborative avec un grand E. Et c'est le rapport que vous voyez là. Il a été remis au gouvernement du Québec, donc il vous appartient. J'ai aucune idée où le trouver sur le site, mais si vous tapez dans Google les mots comprendre, encadrer, accompagner, ce qui résume d'ailleurs assez bien les défis de l'économie collaborative, vous allez pouvoir avoir ce rapport-là très facilement. Et il y a plusieurs trucs qui concernent spécifiquement le monde municipal. Alors, je commence peut-être par les deux méchants dans l'histoire ou les deux géants dans la pièce que sont Uber et Airbnb, parce que l'on soit pour ou contre, là, dès que l'on parle d'économie collaborative ou historiquement économie de partage, puis j'y reviendrai, c'est ces deux noms qui reviennent là, juste comme ça. Là. Et je vous donne des chiffres, COVID inclus. Airbnb vaut à peu près 30 quelques milliards de dollars. Uber vaut à peu près le même montant. Ça peut varier, là. Et pour ce qui est d'Uber, on serait vraiment dans le bas de la fourchette. Et pour autant que dès qu'on ouvre les journaux, dès qu'on entend parler de ces sujets-là, puis que financièrement, c'est assez gigantesque, ça se classe certainement dans les plus grandes entreprises là, mondiales avec une valeur de cet ordre-là. Lorsqu'on parle d'économie collaborative, ces deux géants-là ne sont que les deux arbres qui cachent la forêt. C'est le début du commencement de la pointe de l'iceberg. Donc, la première chose que je vais asseoir avec vous, c'est l'économie collaborative, c'est quelque chose de gigantesque. Encore plus intéressant de porter attention. L'autre élément qui est intéressant, c'est où est-ce que c'est ça, l'économie collaborative? On se doute que c'est dans le secteur du transport, on se doute que c'est dans le secteur de l'hébergement ou du tourisme, mais il y a, et ici, le moment est important, on est au mois de mai 2014. Et c'est les débuts de notre compréhension académique ou collective de ce qu'est l'économie collaborative. Et c'est une présentation visuelle qui est très intéressante parce qu'elle permet de le classer, les différentes pratiques collaboratives par secteur. Et 7-8 chercheurs à travers le monde ont identifié 6 grands secteurs dans lesquels on retrouve d'émergence de pratiques collaboratives. L'argent, les biens, la nourriture, les services, le transport et l'espace. L'espace, pas dans le sens de Elon Musk, l'espace dans le sens de pied carré, pied cube. Et voilà un peu où étaient les trucs. Et vous voyez, c'est pas important que vous puissiez bien lire à l'intérieur, mais chaque inscription à l'intérieur, c'était une compagnie, une PME, une start-up présente dans ce secteur-là. Et on s'est dit, il faut refaire l'exercice très rapidement parce que dans le monde des startups, des PME, ça fusionne, ça change de nom, ça change de pratique d'affaires, ça meurt, il y en arrive d'autres. Alors, refaisons 6 mois plus tard le même exercice pour voir quels sont les nouveaux joueurs qui vont se présenter. Et tout le monde a eu une énorme surprise parce qu'on a découvert ceci. Et on s'est rendu compte que, c'était pas mal plus de secteurs que ce qu'on pensait au départ.
J'attire votre attention en haut à gauche, les activités municipales, en haut complètement l'éducation et en haut à droite, la santé. La santé, l'éducation, les villes, ce n'est pas des petits champs de l'expérience humaine. Alors, c'est extraordinairement gigantesque. Et si on a refait l'exercice une nouvelle fois ou dernièrement en 2016, et voyez ce que ça a donné. Alors, si je sortais mon livre du petit catéchisme de l'économie collaborative, je vous posais la question, où est l'économie collaborative? Mais la réponse est la même que dans l'autre catéchisme, c'est partout. Et que l'on soit des très grandes multinationales, si on est dans le secteur privé, ou des petites entreprises, peu importe mon secteur d'activité, je serai à plus ou moins grande échelle impacté par l'émergence des pratiques collaboratives. Et si je suis dans le secteur public, du plus gros des ministères au fédéral, en passant par toute l'action du gouvernement du Québec et toute l'action des villes, il n'y a pas de bureau, de département, de ministère, de service qui ne sera pas impacté par l'émergence de l'économie collaborative. Alors, avant d'aller plus loin, 2 piliers fondamentaux, c'est absolument gigantesque et c'est partout. Donc, on ne perd pas notre temps ici. Maintenant, qu'est-ce qui fait que l'économie collaborative serait supposément différente de l'économie dite traditionnelle? Parce que si c'est de l'économie traditionnelle, ça fait assez longtemps qu'on étudie ça, on ne devrait pas avoir besoin d'en parler davantage. Il y a au moins trois fondamentaux qui la distinguent. Le test ADN nous amène un peu ailleurs. Et ce sont les suivants. Alors, je commence par un que j'aime particulièrement, qui est l'émergence, c'est-à-dire l'utilisation de la capacité excédentaire. Alors, pour le plaisir, levez la main ceux qui ont une voiture. Je promets de ne pas vous dénoncer. À date, il n'y aurait personne. Alors, je suis tombé sur à peu près les seuls à Laval qui n'ont pas de voiture. Mais, alors, il y en a une voiture. Il faut savoir que c'est le deuxième poste budgétaire en importance des familles québécoises. Au Québec, un des drames, c'est que le premier poste budgétaire, c'est l'habitation ou le logement. Le deuxième, c'est le transport. Et le troisième seulement, c'est la nourriture. Au Québec, les familles québécoises consacrent plus d'argent pour se transporter que pour se nourrir. Il y a un enjeu ici de finances familiales extraordinairement criant. Et ceux qui possèdent une voiture, puis là, je fais ça rapide un peu, mais en gros, le coût d'une voiture sur votre portefeuille, réparti sur l'ensemble des années, c'est entre, et là, c'est un chiffre extraordinairement conservateur, c'est entre 5 et 9 000 $ par année. C'est ça que ça coûte dans vos poches de posséder une voiture. On ne va pas qu'elle est payée, là. Sur le total, c'est ce que ça coûte. Alors, le drame, ce n'est pas seulement le coût élevé de la chose, c'est que les voitures au Canada sont utilisées 5 % du temps. C'est donc à dire que le deuxième actif le plus important possédé par les familles de Laval ne bouge pas, n'offre aucun service, n'offre aucun rendement 95 % du temps. C'est ça une capacité utilitaire, résiduaire ou excédentaire. Et je pourrais faire la même chose, cette même réflexion-là avec les espaces de stationnement, les salles de cours, les lieux, les enjeux, les outils qui sont massivement sous-utilisés. Et pour revenir à l'exemple de la voiture, lorsque vous êtes dans votre voiture, l'expérience démontre que vastement, vous y êtes seul, donc vous transportez 3 sièges vides à ce moment-là, 3 sièges excédentaires. Et, par exemple, là, hors COVID, là, dans une journée normale, avez-vous une idée, parce que ça a l'air, il y a cette idée saugrenue comme quoi il y aurait des enjeux de transport et de congestion dans la grande région de Montréal. Savez-vous combien il y a de sièges vides en mouvement sur les routes du Grand Montréal tous les jours, dans une journée de 24 heures? Vous pouvez ouvrir vos micros si vous voulez vous lancer, là. Mais là, je ne parle pas du métro, je ne parle pas des autobus, je ne parle pas des voitures stationnées, je parle des sièges de voitures, la mienne, la vôtre, en mouvement sur les routes par période de 24 heures. Quelqu'un veut se risquer? À peu près 5 000? 5 000? On est un peu plus que ça, je vous dirais. Le chiffre va vous sembler absolument impossible, mais je vous assure qu'il a été vérifié par des calculs. D'ailleurs, les sources sont dans le rapport. C'est 15 millions. Dans la grande région de Montréal, il y a 15 millions de sièges de voitures vides en mouvement tous les jours. Et à la grandeur du Québec, c'est 25 millions. Pensez à mobiliser ne serait-ce que 5 à 10 % de ça, c'est transformer n'importe quel lundi matin en dimanche en plein milieu de la nuit.
Alors, le pilier premier de l'économie collaborative, et c'est là où il y a une connexion environnementale très forte, c'est pas de faire, je vais vous donner tout de suite la super conclusion de l'économie collaborative. Il ne s'agit pas ici de faire plus avec moins. Il s'agit de faire plus avec ce qui existe déjà. Alors, on fait une guerre à la lutte au potentiel gaspillé, à la capacité sous-utilisée. Le deuxième, c'est l'histoire d'un divorce. C'est celui entre l'accès et la propriété. Dans le monde de l'économie traditionnelle, la manière la plus simple, la plus garantie, la plus évidente, la plus rapide d'avoir accès à une ressource, c'est d'en être propriétaire. Alors, si moi, je possède l'échelle derrière chez moi pour vider la gouttière, ce que je ne fais pas de toute façon, mais si j'en ai besoin, elle est là. Alors, il y a une simplicité à la possession. Mais la propriété, ce n'est pas une fin, ce n'est que le meilleur moyen d'avoir accès dans le monde de l'économie dite traditionnelle. En économie collaborative, à cause des plateformes et du système de revue par les pairs que l'on verra, je peux vous offrir la même garantie d'accès, la même paix d'esprit que vous aurez accès, le même caractère immédiat de l'accès sans que vous ayez besoin d'être propriétaire de l'actif. Et à partir du moment où un actif est divorcé de son propriétaire, c'est-à-dire d'avoir le monopole de l'utilisation, eh bien, il peut servir plusieurs utilisateurs. C'est un peu notre pont logique entre ces deux premiers fondamentaux. Et j'arrive au dernier, qui est l'abaissement des barrières d'entrée dans tous les marchés. Et ça, c'est l'aspect le plus brutal, le choc le plus dur pour l'écosystème politico-réglementaire, notamment au niveau municipal, et on y reviendra. C'est que dans le monde de l'économie traditionnelle, il y a très, très peu de joueurs qui existent dans une perspective très long terme. Dans le monde de l'économie, et donc c'est très facile à réglementer, dans le monde de l'économie collaborative, tout un chacun, organisation, PME, individu, famille, maisonnée, peut offrir, marchander, rendre disponible un actif ou une habilité sur la base du temps disponible, de l'envie, du moment ou de sa capacité. Avec aucune prévision de quand, aucune prévision de pour combien de temps et aucune prévision de pour quel volume. Alors, vous voyez quelle est Ici, là, on a pris des barrières d'entrée naturelles et on les a amenées complètement au plancher. Ce qui est une révolution assez gigantesque. Alors, et c'est peut-être présenté ici visuellement, je trouve que c'est la meilleure présentation du choc entre l'économie collaborative et l'économie traditionnelle. En haut, ce que vous voyez là, ce n'est pas le plan de Laval, c'est un champ de fleurs en lande. Et regardez comment c'est bien organisé. Il y a un endroit pour les fleurs oranges, pour les fleurs roses pâles, les roses foncées, les vertes, les bleues, etc. Il y a ici une adéquation entre la possibilité des actifs et le lieu de l'actif. Mais ce qu'il faut prendre en compte ici, c'est que ça, ce n'est qu'une organisation humaine. Il n'y a rien de naturel là-dedans. C'est-à-dire que faire simple, s'il y avait 4 actifs pour faire pousser une fleur, c'est-à-dire le bulbe, le soleil, la terre, de l'eau, la localisation du bulbe, on sent, pour le dire en latin, on sent contre Saint-Cyboirise. Ça n'a pas d'importance. Je n'ai jamais vu un bulbe de fleurs bleues disant « La terre est meuble, j'ai eu de l'eau, il fait chaud, mais je ne peux pas sortir, ici, je suis dans un champ de fleurs jaunes. » Mais c'est beaucoup comme ça, et c'est sur cette trame générale-là que sont édifiés notre concept politico-réglementaire, essentiellement, et les politiques publiques que l'on a. Et le choc le plus brutal, le plus violent, qui est culturellement très difficile avec l'économie collaborative, vous l'avez en bas dans la bande. C'est-à-dire que dans le monde de l'économie traditionnelle, il y a une espèce de mur de Chine entre les lieux, les actifs, les activités à vocation personnelle et les lieux, les actifs, les activités à vocation professionnelle. L'exemple ultime, c'est taxi versus Lyft, Eva ou Uber. En passant, si vous ne connaissez pas Eva, c'est exactement comme Uber ou Lyft, sauf que c'est une coop québécoise, inventée à Montréal par un jeune homme de Chicoutimi et de Granby. Et ensemble, cette voiture-là, par exemple, n'a pas de fonction première. Il n'y a pas de différence. Ce n'est qu'une construction humaine par des lois et des règlements qui dit cette voiture-là ne peut servir qu'à des fins professionnelles et celle-là uniquement à des fins personnelles. Alors, vous voyez là, l'espèce de grande difficulté qu'il y a entre les deux.
Et la bande en bas, vous voyez qu'on passe d'un monde où les distinctions entre les espaces professionnels et personnels sont absolument béton et deviennent de plus en plus floues. Et il n'y a pas de loi, ou il y a très, très peu de lois, de règlements, même de culture d'organisation humaine qui sont pensées comme ça. Et le problème, là où ça devient particulièrement intéressant, c'est que l'endroit où c'est le plus vrai, c'est le Jean 3.16 de la pensée municipale, c'est le zonage. Qu'est-ce que le zonage? C'est la ségrégation stricte des fonctions. Alors, je vous ai donné ici un portrait de la petite Italie, donc dans Rosemont. Et vous voyez ici, voici comment le commun des mortels voit la ville. Le problème, c'est que, et ceux qui ont travaillé au municipal savent bien que ce n'est pas comme ça que la ville se regarde dans le miroir. La ville se regarde dans le miroir comme ça. Voyez-vous, je me sens déjà mieux, là. Je vais agrandir. Voilà, c'est-à-dire que chaque pied carré de la ville, avant même qu'il y ait quelque chose dessus, il y a une décision en amont pour déterminer sur le temps très long une fonction exclusive, prédéterminée. Bon, il y en a à peu près 4 classiques, là, commercial, industriel, institutionnel, une école, un hôpital, etc., et résidentiel. Et le concept, c'est que si tu es un, tu n'es pas les autres. Et on ne change pas de zonage comme ça. Alors, notre trame de fond, c'est que l'on organise des fonctions comme mon champ de fleurs sur le temps très long, de manière mutuellement exclusive. Et le potentiel de l'économie collaborative, c'est que toutes ces fonctions-là peuvent changer à plus ou moins grande échelle en temps réel. Alors, vous voyez ici l'extraordinaire difficulté, premièrement culturelle et ensuite politico-réglementaire. L'exemple ultime que je donne souvent, je m'excuse, j'ai fait une mauvaise copie, ceci devrait être en français, mais c'est le concept de, par exemple, je donne souvent l'exemple de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont que vous connaissez peut-être. Vous avez la Cité de la Santé à Laval, des grandes institutions, un collège qui peuvent être des méga générateurs de déplacement. Alors, dans Rosemont, dans l'est de Rosemont, il y a l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui doit desservir 700 000 de population. Presque en face, ou pas très loin, il y a l'Institut de cardiologie de Montréal. Ce sont des services surspécialisés. Ils passent un autobus aux 6 mois dans ce coin-là. Et il y a 180 000 visites par année à l'Institut de cardiologie. Il y a des milliers d'employés qui, évidemment, ne vivent pas en face. Alors, ils débarquent en voiture. Les stationnements prévus à cette fin se remplissent très rapidement. Alors, autour, parce que ces hôpitaux-là ont été construits dans des quartiers qui aujourd'hui ressemblent essentiellement à un bungalow, là, ça ressemble beaucoup à Laval, quelque part. Ce sont des maisons unifamiliales et avec un méga générateur de déplacement. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le festival du viraillage. Alors, c'est une perte de qualité de vie pour les citoyens, c'est une augmentation des nuisances, une augmentation des dépenses environnementales, une augmentation des risques d'accidents. Et il y a ici, là, il se crée une pression pour réflexe économie traditionnelle. Construisons plus de stationnements institutionnels, même s'ils vont être vides à peu près la nuit, puis ce genre de trucs-là, comme un Walmart qui pense que la taille d'un stationnement, c'est combien j'ai besoin de gens pour Noël, c'est-à-dire la période de pointe. Et pourtant, si on regardait avec nos yeux d'économie collaborative ce quartier-là, on verrait qu'il y a des centaines et des centaines et des centaines d'espaces de stationnement libres toute la journée, que sont les entrées de garage de monsieur, madame, tout le monde. Mais en compréhension stricte du zonage, l'entrée de garage est résidentielle. Elle ne peut pas servir légalement à de la location pour du stationnement, bien qu'il existe aujourd'hui des applications très simples du style Airbnb du stationnement. Alors là, il faut se poser la question, est-ce qu'ici, une réforme, un ajustement du cadre réglementaire permettrait de stationner plus de voitures avec moins d'espace de stationnement, faire plus avec ce qui existe déjà. Même chose avec l'entreposage. Vous voyez, ces grandes prisons qu'on construit le long des autoroutes pour nos boîtes en carton. Aux dernières nouvelles, d'ailleurs, savez-vous qui sont les plus grands experts de l'économie collaborative? Ce sont les enfants de 5 ans. Parce que les enfants de 5 ans voient le monde, voient les choses sur la base de ce qu'elles peuvent faire, pas sur la base de ce à quoi sont supposés servir, ce qui rend certains parents fous à certains moments, j'en fais partie, mais j'y vois du génie. Et par exemple, pour entreposer une boîte en carton d'un pied cube, ça ne prend qu'un espace d'un pied cube. Que ce soit la remise, le sous-sol ou un entrepôt commercial, la boîte en carton ne fera pas vraiment la différence. Même chose pour les jardins communautaires.
les terrains d'en avant et les terrains d'en arrière sont magnifiquement équipés pour faire pousser des carottes aussi. Alors, je reviendrai si jamais il y a des enjeux, mais la grande transformation mal comprise, ignorée ou qui posait problème, c'est qu'il y a en économie collaborative ce qu'on appelle un système d'évaluation par les pairs. C'est-à-dire, chaque fois que j'offre un service, je vais noter celui qui consomme le service et celui qui consomme le service va noter celui qui offre le service. Il peut y avoir des dérapages là-dedans, mais il y a un truc hyper puissant, c'est-à-dire que l'économie de ce système-là va rapidement exclure les mauvais fournisseurs de services et les mauvais consommateurs, ce qui fait que très rapidement, il ne reste que dans le mélange des très bons clients et des très bons fournisseurs de services. Alors, la qualité tend à augmenter très rapidement. Alors, il y a des défis énormes. Je vais aller rapidement là-dessus, pas parce que je ne veux pas en parler, mais on corrigera sur le temps. Je vais tout de suite à gauche. Est-ce que tout ça, c'est une économie de pauvres? Ce n'est pas clair. Là où ce sont des moins bons dollars, ce n'est pas qu'il y a moins de dollars, mais c'est souvent des dollars de travail autonome. Et ceux qui sont travailleurs autonomes savent qu'avec ça, vient pas paye de vacances, avantages sociaux, etc. Alors, on tombe dans des réformes à faire au niveau social et du droit du travail. À l'autre bout du spectre, c'est est-ce que tout ça, c'est de l'économie au noir? Comment nous, qui croyons à l'action publique, pourrions-nous être complices d'économie au noir? Je vous dirais ceci. C'est probablement un des mythes les plus importants dans le domaine. Et je vais le démontrer comme ça. Le ministère qui semble aimer le plus les pratiques collaboratives, c'est Revenu Québec. Parce que ce sont des transactions, et ce n'est pas obligé, évidemment, tout ça pourrait être gratuit, et il y a toujours, dans tous les modèles, une version, je dirais, sans profit et une version avec profit. Et les deux sont possibles. Mais Revenu Québec adore ça parce que ce sont des transactions en ligne, ce qui est beaucoup plus difficile à camoufler. Et il n'y a rien qui empêche, une fois qu'on a ça, l'autorité, par exemple, locale, d'avoir une ponction qui serait relative du volume, par exemple. Mais je reviens au milieu et là-dessus, mon image, c'est ceci, c'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faudra tempérer les abus, encadrer certaines choses. Ce n'est pas le festival, je veux dire, ce n'est pas un free-for-all. On ne voudrait pas que ce soit un cadre libertarien. Alors ici, plus que jamais, au commencement de la conversation, c'est est-ce que je suis capable de réglementer ce que je m'apprête à ouvrir? Un peu comme je dis souvent, par exemple, voyez-vous, là, il a fait très chaud, ensuite il y avait de la neige la semaine dernière. Là, il y a l'Assemblée nationale, M. Legault veut agir. Est-ce que vous pensez que ce ne serait pas une bonne idée que l'Assemblée nationale passe une motion pour interdire la neige au mois d'avril? Moi, je serais assez favorable à ça, mais vous savez bien que ce n'est pas possible, parce qu'au Canada, la météo, c'est fédéral. Mais fondamentalement, ici, l'enjeu, c'est de se dire, est-ce que je vais être capable de réglementer avec des moyens raisonnables ce que je m'apprête à vouloir essayer de mettre en place. Et la doctrine générale que je propose, c'est encadrer afin de mieux permettre. C'est-à-dire de reconnaître qu'il est impossible d'encadrer ce que je ne suis pas prêt à permettre. Regardez la marijuana. Tu ne peux pas dire, voici tous les avantages d'avoir de la marijuana qui n'est plus criminalisée, mais pour être ça, il va falloir que ce soit permis. Tu ne peux pas encadrer quelque chose si tu n'es pas prêt à le permettre. À l'inverse, je pense qu'il serait mal avisé, voire dangereux, de permettre une pratique si on n'est pas capable de l'encadrer. Et comment encadrer? Bien, c'est là qu'il est le afin de mieux. C'est-à-dire que toutes les pratiques sont différentes entre elles. Il y a des pour, il y a des contre, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Mon encadrement devrait viser à pousser vers le haut, libérer le plus ce que j'appelle les externalités positives, les avantages, et tempérer au maximum les externalités négatives. Le cas d'école ici, c'est Airbnb, qu'on a massivement mal réglementé au Québec pendant plusieurs années. C'est en train de se mettre en place tranquillement. C'était dans le rapport, la loi va finir par arriver. Et en gros, c'est de reconnaître qu'il y a d'énormes avantages. Ça permet de compenser des périodes de pointe, d'envoyer du touriste un peu partout, pas seulement dans certains quartiers. Mais il y a aussi d'importants désavantages ou périls qu'il faut prendre en compte. Le plus grave étant ce que j'appelle la prédation sur le parc d'habitation. Si tu loues un endroit où tu n'habites jamais, bien là, c'est pas la même chose. Si moi, j'achète le duplex en face, je mets 2 familles dehors, on va faire des unités de location court terme, il n'y a rien de pire pour l'intérêt public. Alors ici, la règle, c'est qu'on a appelé, en gros, le test de la brosse à dents. Est-ce que c'est là où ta brosse à dents est d'habitude? Évidemment, ce n'est pas écrit comme ça dans le texte de loi, mais c'est à peu près ça. Est-ce que c'est là où ta brosse à dents est d'habitude? Si c'est oui, préjugé favorable. Si c'est non,
ce ne sera possible si et seulement si l'autorité municipale l'autorise dans les circonstances suivantes. Et là, ça permet de réglementer quelque chose facilement avec un effet réel. Alors, des pistes de travail pour l'État. D'abord, je vais juste insister sur une chose. Il est impossible de réglementer ce que l'on ne comprend pas bien. C'est certainement la leçon la plus importante de l'échec du Québec sur les manifestations des joueurs comme dans le logement court terme et dans le transport, alors que d'autres juridictions l'ont réglementé très rapidement. Il faut comprendre la bébite parce qu'il est impossible de réglementer le collaboratif avec la boîte à outils du traditionnel. Ça ne fonctionne pas de la même manière. On peut être très sévère, mais avec un autre genre de méthode. Là où ça devient très intéressant, c'est comment une réflexion d'économie collaborative peut nous amener à changer des réglementations et des pratiques, notamment pour les villes. C'est d'abord d'avoir une attitude 360 degrés. Je ne suggère pas de tourner en rond, c'est-à-dire qu'il faut que toutes les fonctions des organisations soient partie prenante. Ce n'est pas qu'une décision de la voirie, ce n'est pas qu'une décision de la réglementation ou du zonage ou de l'urbanisme. Ce n'est pas que du développement économique, c'est tout ça. Et si on ne le fait pas avec l'ensemble des joueurs, et là, on peut remettre aussi les acteurs sociaux, les joueurs et les partenaires du cadre municipal et les citoyens autour, si tout le monde n'est pas là, on s'achète un blocage plus loin. Alors, il faut que ça anime l'ensemble des joueurs. Et la réglementation, c'est justement de casser cette espèce de réflexe ségrégationniste des fonctions. C'est-à-dire, c'est pas vrai qu'un pied carré institutionnel ne peut pas servir à autre chose. Pour le dire bêtement, c'est pas vrai qu'un pied carré de stationnement commercial de centre d'achat ne peut pas stationner des voitures à un autre moment quand il n'est pas là. Souvent, c'est la réglementation qui freine les bonnes idées. Même chose quand on construira dans l'avenir des bâtiments. Est-ce qu'on les construit? On a souvent des chartes, on espère des chartes de la beauté ou des chartes de conformité environnementale. Est-ce que les bâtiments que l'on construit pour l'avenir ont un potentiel collaboratif? Et je vais le dire de manière brutale, dans le réel, si une école n'a pas une porte séparée pour le gymnase sera très difficilement ou pas du tout utilisé par les joueurs non scolaires. Parce que ça veut dire qu'il faut que tu ouvres l'école au complet. Alors, même les entreprises privées vivent moins longtemps que le building dans lequel ils sont. Alors, est-ce qu'on prend des mesures pour qu'il y ait un potentiel collaboratif majoré dans ce que l'on construit? Puis au niveau des opérations, bien là, c'est dans tout. Les joueurs, les acteurs municipaux sont des acteurs d'opération très importants. Est-ce que, même principe, nous avons des bibliothèques municipales parce qu'on pense que c'est quelque chose qui renforce nos communautés. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de bibliothèque d'outils dans nos communautés ou dans nos quartiers? Et là, ça peut être vrai à l'échelle de la ruelle, ça peut être vrai à l'échelle d'un petit quartier, ça peut être vrai à l'échelle d'une bibliothèque. C'est pas plus dur. On n'est pas obligé de commencer par les outils les plus complexes, mais un escabeau. Et là, il y a l'idée de moi, j'habite dans un quartier parce que j'ai accès à plus de choses. Ma qualité de vie s'est augmentée. Et plutôt que de devoir acheter plein de choses qui servent à peu près jamais, en passant, je vous propose un exercice. Faites un 180 degrés. 85 % de ce que vous voyez sert moins d'une fois par mois. Nous sommes une société qui produit énormément de choses, mais qui les utilise très, très peu. C'est la définition économique de la non-productivité. Est-ce qu'on peut faire plus de choses avec moins de ressources, en maximisant les ressources existantes? Même chose pour les flottes de véhicules. Qu'est-ce que je fais avec des véhicules de la ville quand c'est le soir, la fin de semaine? Pourquoi est-ce que ça ne peut pas servir d'autres options, d'autres capacités? Dans le fond, si moi je suis une ville, pourquoi est-ce que j'ai mes propres véhicules plutôt que communauto? Ça me permettrait de doper le réservoir de communauto dans la ville. Alors ça fait partie des options. Alors, dans les réflexes qu'il faut avoir, la mutualisation des actifs, évidemment les déplacements, c'est pas logique. Le transport collectif ne se pense pas qu'à travers un autobus de 45 places, qui est un très mauvais outil pour des zones à très faible densité. Et je suis pas en train de dire de diminuer l'offre de transport. Je suis en train de penser le transport sur le transport, c'est être capable de me déplacer plus facilement, plus rapidement, plus simplement, plus vert entre le point A et le point B. Le transport, c'est pas qu'il faut que ça fasse du sens dans la ligne d'autobus qui existe déjà. Alors, comment est-ce que je fais pour déplacer des gens vers le métro, vers des lignes de transport de très haut volume, très haute qualité?
bien là, je peux faire des partenariats avec le taxi, avec Eva et avec d'autres, et plein d'autres villes font ça déjà, ou avec monsieur, madame, tout le monde. Et il y a des modèles lucratifs, puis il y a des modèles sur la base de, je dirais, la bonne entente entre les citoyens, comme WeUp, par exemple, comme dans l'hébergement, pour chaque Airbnb, il y a un couchsurfing. La même chose dans l'évaluation des besoins. Minutes. Parfait. Alors, je reviendrai sur comment on fait ça, mais les écoles sont certainement l'exemple ultime. Moi, quand je vois une école et un centre communautaire à côté, ça me fâche. Je me dis, voici un dédoublement de nos ressources. On est soit beaucoup plus riche qu'on pensait ou beaucoup moins brillant qu'on devrait. Parce qu'il y a très peu de différence en termes de capacité entre une école primaire, par exemple, qui sont des petites salles, un gymnase et une grande salle, et un centre communautaire. Évidemment, on ne peut pas faire tout dans tout, mais peut-être que si on le conçoit de manière unique, ça fait beaucoup plus de sens. Je termine ici, comme quoi j'ai l'air de parler du futur, mais moi, je suis un vieil ancien. J'ai recréé le Collège néoclassique pour ça. Et dans le traité de rhétorique, Aristote écrit « La richesse consiste bien plus dans l'utilisation dont on fait des choses que dans leur possession ». Alors, ça veut dire qu'Aristote a copié mon principe de ma présentation PowerPoint. Et j'en suis bien évidemment bien fâché. Sinon, le message pour les autorités municipales et les joueurs autour, c'est de Churchill. On est pas mal mieux de prendre les opportunités de l'avenir par la main avant qu'elles nous saisissent à la gorge. Et là, ça revient à nous d'être, je dirais, des entrepreneurs publics, des entrepreneurs de solutions réglementaires, parce que très souvent, c'est dans la réglementation que vont mourir les bonnes idées. Et il est normal que les nouvelles pratiques soient non conformes à la réglementation. C'est l'histoire du monde. Le changement socio-économique est toujours, par définition, un peu en avance sur le cadre politico-juridique. Quand tu vas chez le tailleur, il faut qu'il te mesure pour que l'habit fasse. Alors, le réflexe ici, ce n'est pas de dire « ça ne rentre pas dans la réglementation », c'est « est-ce que pour un bien supérieur, pour l'intérêt général, on devrait écrire une nouvelle réglementation pour permettre quelque chose que l'on considère au général à l'avantage de tous. » Alors, je vous remercie, j'arrête là, puis je verrai pour les questions. Merci, bravo. À toi, Louise. OK, d'accord. Je pensais que vous vouliez peut-être prendre les questions, mais... On va y aller à la fin, je pense. D'accord. Mais merci, merci Guillaume. Je ne sais pas comment je me sens, en fait. Je me sens très enthousiaste. C'est la meilleure présentation que j'ai eue de l'économie collaborative là, depuis des lunes. Alors, c'était excellent. Et je ne sais pas si je suis déprimée ou enthousiaste. Alors, vraiment... Puis c'est sérieux comme réflexion. En fait, je le lance avant de partir sur ma discussion sur l'économie sociale. Mais j'ai vraiment, c'est comme si j'ai l'impression que l'économie collaborative, pour la majorité, est comme un peu propulsée par le capital, plus que propulsée par l'humain, l'environnement, la solidarité. Puis c'est un peu comme Churchill, en fait, disait, là, ce que tu disais par rapport à Churchill. Je trouve que c'est vrai qu'effectivement, il faut se pencher sur cette question-là de l'économie collaborative, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir super peur. Fait que je ne sais pas pourquoi. En tout cas, je partage ça. Je ne sais pas vous autres comment vous vous sentez par rapport à l'économie collaborative. En même temps, je trouve ça incroyablement intelligent, intéressant. Partage de voitures non utilisées, tout ça, je trouve ça vraiment génial. C'est juste que j'aime pas la main qui le guide, qui est le gain financier, les abus potentiels, l'exclusion de certains. En tout cas, c'est un peu... Mais c'est une réflexion plutôt philosophique sur la chose, puis je ne suis pas une grande connaissante de l'économie collaborative, mais je trouve ça vraiment, vraiment intéressant ce que vous avez présenté. Là. Je trouve ça vraiment très complet. En tout cas, bravo. Merci. Peut-être que je peux me présenter. Donc, Louise Oder, je suis... en fait, peut-être que ce qui m'anime, moi, c'est dans ma vie professionnelle, ça a toujours été de créer et préserver la richesse. Là. En fait, quand on parle de richesse, peut-être que je n'en parle pas de la même façon que tout le monde,
Mais pour moi, c'est quoi la richesse? Nos quartiers ont été souvent bâtis sur la création de richesses économiques. Nos quartiers ont été développés sur des modèles de l'économie dominante, des commerces qui sont privés, à but lucratif, qui ont comme objectif vraiment la rentabilité de leurs propriétaires au maximum. Puis quand les quartiers se développent correctement, je dirais, puis qui créent de la valeur, là, je prends l'exemple à Montréal, sur rue Mont-Royal ou Saint-Denis à l'époque, on créait des petits commerces locaux qui étaient intéressants, puis le fait qu'ils attiraient, puis qu'ils créaient de la richesse, de la valeur, parce qu'ils créaient du bonheur pour les gens autour, ça a fait en sorte qu'éventuellement, ça les a évincés parce que les prix ont augmenté, il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas rien, et ça fait en sorte qu'on a perdu cette richesse-là qui avait été créée parce qu'elle était au seul service de l'argent, finalement. Alors, fait que pour moi, dans le fond, c'est vraiment la richesse, c'est la qualité de vie, la qualité de vie durable, pérenne, qu'on est capable de créer. Quand on pense écoquartier, pour moi, ce que je me dis, c'est, imaginons qu'on crée un écoquartier incroyable dans une section de Laval, ça va créer de la valeur, ça va créer, des gens vont vouloir s'installer là, vont vouloir installer leur commerce là parce que c'est populaire, puis éventuellement, ça va le détruire, ce quartier. Alors, la pérennité de ce qu'on crée qui a de la valeur, pour moi, c'est comme un dada, je dirais, que j'ai depuis quelques années. Puis je vois dans l'économie sociale une façon de faire. En fait, il y a 3 éléments dont je veux vous parler. Il y a l'économie sociale, il y a les accords de bénéfices à la collectivité, et puis il y a toute la question d'accompagner puis d'outiller les citoyens, ce que vous faites déjà beaucoup à Laval en transition, que je trouve extraordinaire, qui sont pour moi des conditions gagnantes à la création puis la pérennité de quartiers à échelle humaine. Peut-être que je commencerai par définir, moi je suis directrice générale du pôle d'économie sociale de Laval, donc je suis responsable de soutenir l'émergence puis la croissance d'entreprises d'économie sociale. Et puis, je vais expliquer un peu c'est quoi l'économie sociale. Mais avant, j'étais beaucoup sur Montréal en développement économique communautaire. Et dans ce contexte-là, j'ai eu la chance de pouvoir fonder quelques organisations, dont les ateliers créatifs, qui visent à faire en sorte que les artistes qui se sont installés dans les quartiers centraux de Montréal, qui étaient comment je pourrais dire, en dévitalisation, là, le Myland, le secteur de la Guinée. Les artistes se sont installés là parce que les ateliers n'étaient pas chers, personne n'en voulait. Et le fait que les ateliers d'artistes s'installent, que les artistes s'installent dans ce quartier-là, ça a créé de la valeur. Et là, il était très menacé par l'éviction. Alors, c'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle Atelier créatif, qui est une OBNL, qui visait à acheter des secteurs, des bâtiments ou des ateliers pour pouvoir assurer un loyer abordable à pérennité pour les artistes. On n'a pas tout à fait réussi. Je pense qu'on a quand même réussi à en faire pas mal. Mais dans certains cas, comme dans le Myland, c'est un bail de 30 ans avec une grande firme, c'est-à-dire une entreprise immobilière qui offre un loyer peu cher aux artistes. Mais les taxes foncières sur ce territoire-là ont augmenté exponentiellement, ce qui fait en sorte que les ateliers sont encore inabordables pour les artistes dans le quartier du Myland. Fait que je suis très déçue de ça. Mais ça étant dit, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un exemple pour moi de... On a les ateliers d'artistes, c'est quelque chose qui gagnera jamais beaucoup d'argent. Les artistes, rarement, en tout cas, ils vont gagner beaucoup d'argent. Mais ils créent une valeur dans la collectivité. Et puis, on n'a pas trouvé comment faire en sorte qu'on préserve cette valeur-là à long terme. Que c'est comme si on empiétait sur un espace vert. On crée un parc dans un quartier. Puis tranquillement, à mesure qu'on le développe, bien, ça attire du monde dans le quartier, bien, on va empiéter sur le parc pour construire des bâtiments. Ça n'a pas de sens. Alors, l'idée, c'est pour moi, c'est de dire, quand on fait du développement urbain,
comment est-ce qu'on peut réfléchir à qu'est-ce qui est important puis qui crée de la valeur puis de la richesse dans le sens de qualité de vie, quartier à échelle humaine. Qu'est-ce qui crée ça? Puis comment on s'assure que ça soit pérenne, que sa présence ne soit pas menacée par le développement. Et je crois qu'il y a des moyens, il y a des méthodes. Puis je suis contente de voir qu'on a un candidat politique ici qui va pouvoir porter le message peut-être. Mais c'est la question de, quand on parle d'inclusion d'espaces verts, on n'a pas assez, là, mais on a créé des façons de faire en sorte qu'il y ait des espaces verts dans nos quartiers puis qu'ils soient préservés à perpétuité. Bien, je pense qu'il faut aussi inclure, pour moi, des commerces ou des projets citoyens, des espaces pour des projets citoyens puis des commerces d'économie sociale qui soient garantis d'avoir une pérennité, c'est-à-dire qu'ils puissent être toujours abordables pour eux. On parle d'un petit marché de quartier, là, il va prendre un nombre de pieds carrés que si tu mettais un IGA là, il va pouvoir payer beaucoup plus d'argent que le petit marché de quartier, mais le marché de quartier amène beaucoup plus de valeur dans un quartier. Alors, comment on fait pour que ça soit pérenne pour eux? Alors, si je reviens un peu sur c'est quoi l'économie sociale, l'économie sociale, c'est vraiment c'est une entreprise qui offre des biens et des services, qui vend des biens et des services. Donc, ce n'est pas un organisme communautaire ou un organisme de philanthropie. C'est vraiment une entreprise qui vend des biens et des services, mais dont les profits, puis les gens ont des salaires et tout dans cette entreprise, mais les profits sont réinvestis dans la mission de l'organisation. À Laval, vous connaissez très bien Éconature, qui est un exemple d'entreprise d'économie sociale. Vous connaissez peut-être le Café de Signet, qui est un autre exemple qui fait en sorte que c'est une entreprise adaptée qui engage des personnes qui ont des problèmes au niveau de la santé mentale, mais qui offre un petit café de quartier à Sainte-Rose. Il y a des grandes entreprises comme Desjardins, qui est la Caisse Desjardins, qui s'était mis sur pied, une coop d'utilisateurs, parce que les Québécois n'avaient pas accès au crédit à l'époque. Alors, ils se sont dit, on va se mettre ensemble pour se doter d'une organisation financière qui est rendue gigantesque aujourd'hui, puis peut-être certains disent trop loin de sa mission sociale. Il y a aussi Renaissance, il y a des cinémas, il y a la ferme Jeunes au travail, par exemple, qui est un bon exemple de quand elle fait des profits, bien, elle réinvestit ses profits dans le développement de nouveaux services. Par exemple, là, ils sont en train de travailler le bois avec la grille du frein. Ils intègrent des jeunes au marché du travail, ils les forment, ils font des paniers bio. Donc, l'idée, c'est une entreprise à but lucratif privé ne pourrait pas faire tout ce que fait la ferme Jeunes au travail. Mais quand même, les gens qui sont à la ferme Jeunes au travail gagnent bien leur vie. Alors, pour moi, ce sont des exemples d'entreprises d'économie sociale, au même titre que ce qu'on voit de l'économie collaborative que Guillaume, vous nous présentiez tantôt. C'est dans tous les secteurs économiques qu'il y a de l'économie sociale. Mais ça reste un modèle alternatif à l'économie traditionnelle. Parce que dans le fond, les gens voient qu'il y a comme un genre de culte du profit de l'entreprise à but lucratif qu'on n'est pas capable de se sortir, là, dans le fond, au niveau mondial, mais qui actuellement est après nous amener dans le mur, malheureusement. Alors, pour moi, l'économie sociale, j'y crois beaucoup parce que c'est comme un modèle alternatif. C'est un modèle dans lequel, oui, je vends des biens et des services, mais je suis toujours principalement préoccupée par c'est quoi ma mission sociale, c'est quoi mon impact social, environnemental. Et pour ça que c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant à encourager. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup de ces entreprises-là qui sont des entreprises d'économie sociale qui ont été comme mis sur pied grâce à des mouvements citoyens comme celui qu'on voit à Laval, Pont, en tout cas plusieurs mouvements citoyens qu'on voit se développer. Donc, les mouvements citoyens disent, bien, nous autres, on voudrait faire ça autrement. L'exemple de l'épicerie alternative, d'ailleurs, qui va ouvrir ses portes le 28 mai prochain, qui est la première épicerie zéro déchet d'économie sociale à Laval.
qui permet aux citoyens de s'impliquer dans ce projet-là et qui amène du bonheur. Quand je dis ça amène du bonheur, bien, le bonheur, malheureusement, bien, en tout cas, c'est weird, mais le bonheur, ça a une valeur économique. Et pour moi, quand on dit ça amène du bonheur, c'est-à-dire que de m'impliquer dans l'épicerie zéro déchet, puis de faire en sorte qu'éventuellement, peut-être qu'il y en aura un autre épicerie zéro déchet qui se développera dans un autre quartier, ça amène du bonheur à la collectivité, ça offre un service qui a une valeur, puis on est capable de s'assurer que personne part avec les profits pour d'autres raisons et que c'est réinvesti dans toute la mission de l'épicerie. Il y a aussi le Unio, le marché qui est le marché mobile là, qui s'est développé aussi sur le marché quartier, en tout cas. Fait que dans le fond, ce que je trouve... excusez-moi, j'ai un petit problème ici. Excusez-moi, j'ai un problème de connexion. Fait que pour moi, dans le fond, c'est comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on soutient les initiatives, je dirais, citoyennes, comment on fait émerger des projets d'économie sociale. Il y a peut-être 3 éléments que je mettrais de l'avant. C'est comme, la première, évidemment, c'est comment on fait pour outiller ces citoyens, en fait, les citoyens que vous êtes, comme des organisations qui fondent le Conseil régional de l'environnement, Laval en transition, les autres que je nomme pas, mais pour moi, ce sont tous des organisations qui sont hyper importantes pour soutenir les citoyens dans leur volonté de faire différemment. Et comment on peut les outiller, donc leur donner des modèles, les accompagner pour faire en sorte qu'ils aient comme les référents, puis qu'ils ne sont pas obligés de réinventer de la roue tout le temps sur comment faire, et comment on peut même les soutenir financièrement par des fonds qui sont particulièrement dédiés à ce genre de projet collectif-là. Et ça existe, il y a tout un écosystème de l'économie sociale qui soutient ce genre de choses-là. Le deuxième élément, donc, puis, le pôle d'économie sociale, c'est un exemple. On est soutenu par la Ville de Laval et aussi par le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour favoriser l'émergence de projets d'économie sociale ou d'entreprises d'économie sociale. Peut-être le deuxième que je nommais tantôt, auquel je tiens, je pilote depuis 9 ans. En fait, j'ai fondé une organisation qui s'appelle Vivacité, Société immobilière solidaire. Vivacité, ce que ça vise à faire, c'est changer aussi du modèle traditionnel de l'accès à la propriété. Comment on peut aider les gens qui sont de la classe moyenne, basse moyenne, à avoir accès à la propriété, mais sans que, en fait, en faisant en sorte qu'on puisse passer au suivant cette aide qu'on leur a accordée pour avoir accès à la propriété. Donc, il y a une forme de solidarité dans l'accès à la propriété. Donc, je t'aide à acheter une propriété, mais quand tu vas la revendre, tu vas laisser une grande part de la plus-value pour le prochain, puis pour la collectivité, pour qu'on en développe plus. C'est quelque chose qui existe beaucoup aux États-Unis depuis 35 ans, mais qui n'existe pas encore vraiment au Québec et qu'on essaye de mettre de l'avant. C'est très difficile parce qu'on a le modèle de l'économie sociale, pas d'économie sociale, mais du logement social, et puis on a le modèle du logement traditionnel. Mais entre les deux, sur le continuum du logement, il y a tout un pan de la population qui est laissé un peu à eux-mêmes par rapport à l'accès à la propriété. Puis les programmes traditionnellement, les programmes municipaux traditionnels, ils donnent des subventions ou des prêts à ces personnes-là, mais ça fait juste accélérer la gentrification et la spéculation au lieu de s'assurer qu'il y a une pérennité dans l'abordabilité pour chaque propriété qu'on a aidée. Alors, je dis ça parce que, dans le fond, ce que je trouve, c'est que dans les modèles qu'on met de l'avant comme municipalité, dans les programmes gouvernementaux, on doit s'assurer, en tout cas pour moi, on doit vraiment s'assurer de la pérennité de l'aide qu'on donne. Si je donne de l'aide à une personne, puis qui peut empocher cette aide-là, puis que dans le fond, j'éloigne encore plus l'abordabilité pour d'autres futurs acheteurs, je ne fais pas ma job de municipalité, je trouve, en tout cas, à mon sens. Accès Condo à Montréal, c'est un exemple qui faisait ça, qui accélérait la gentrification. Et beaucoup de programmes de soutien à la propriété font ça. Alors, pour moi, je trouve qu'il faut
créer des programmes d'inclusion, que ce soit pour l'immobilier, le commerce, c'est-à-dire que le développement de zones commerciales, de commerce de proximité dans les écoquartiers, s'assurer qu'on a pensé à la pérennité de l'aide qu'on donne. Alors, ça, c'était vraiment, c'est en tout cas, une de mes préoccupations. Et la dernière, qui est peut-être en lien avec ce que vous voulez peut-être faire aussi, c'est de s'assurer que quand il y a des grands projets d'investissement public dans une zone, dans un secteur, qu'on puisse s'assurer qu'on a développé ce qu'on appelle des accords de bénéfices à la collectivité, ou CBAs, Community Benefits Agreements. Les accords de bénéfices à la collectivité ont aussi été développés aux États-Unis beaucoup. C'est de dire, on va par exemple implanter Métro Montmorency, par exemple, dans la collectivité de Montmorency. Mais qu'est-ce que la population qui est dans ce secteur-là, je vais prendre l'exemple Pont-Vieux, peut-être c'est encore un meilleur exemple, parce qu'ils vont investir beaucoup d'argent. La municipalité va investir énormément d'argent dans le développement de la zone de Pont-Vieux. Mais est-ce qu'on a pensé à quels sont les accords, quelles sont les choses qu'on veut vraiment, que la population veut vraiment dans tous les secteurs suite à ces investissements-là, puis aussi avec le privé qui va se développer, en tout cas des choses importantes. Je donne un exemple. Aux États-Unis, ça a été le Los Angeles Airport, l'aéroport de Los Angeles qui s'est développé. Et la population locale a dit, on veut que vous créez de l'emploi. Vous allez développer, vous allez mettre beaucoup d'argent fédéral pour créer un aéroport. On veut que vous créez de l'emploi, créer des garderies, avoir de l'emploi local, en tout cas, toutes sortes de bénéfices qu'ils souhaitaient avoir. Donc, il y a eu tout un travail avec la collectivité pour savoir c'est quoi les bénéfices que vous avez. Puis, l'aéroport a dit, oui, mais moi, je ne peux pas faire ça, c'est de l'argent fédéral lié à l'aviation. Je ne peux pas investir de l'argent dans toutes sortes d'autres choses. Et la loi a effectivement été modifiée pour faire en sorte que si tu as un développement important que tu fais dans une zone, il faut que tu t'assures de c'est quoi les bénéfices à la collectivité. Il y a eu un projet comme celui-là autour du CHUM à Montréal aussi. Fait que dans le fond, pour moi, c'est peut-être 3 pistes. Les accords de bénéfices à la collectivité, ça force tout le monde à dire logement social, emploi, environnement. On s'assoit ensemble et on dit c'est quoi qu'on souhaite vraiment qu'il y ait pour ce développement dans cette zone-là. Peut-être le bout que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que d'ordinaire, une ville, une municipalité, lorsqu'elle accorde un permis de développement à un développeur immobilier, c'est un accord qui est bilatéral, c'est-à-dire c'est un accord entre la ville et le promoteur immobilier. Les accords de bénéfices à la collectivité enlèvent cette c'est plus bilatéral, mais c'est plus une discussion avec beaucoup d'autres parties prenantes. C'est sûr que les municipalités ne sautent pas sur ça parce que ça rend la chose plus compliquée, mais si les citoyens le réclament, dans certains cas, ça peut être quelque chose de fort intéressant. Alors, je ne sais pas au niveau du temps, mais puis j'espère en fait que le message que je veux lancer pour moi, c'est de dire que l'économie sociale est un élément qui nous protège un peu de l'emportement du bénéfice financier pour certains individus puis qui s'assurent que le bénéfice est collectif. Puis que dans le fond, c'est peut-être une piste de solution pour l'implantation de certains commerces qui sont importants pour améliorer la qualité de vie dans les écoquartiers, comme Petit Marché ou d'autres projets qui pourraient être intéressants. Alors voilà. Merci beaucoup. Merci, Louise. Donc, eh bien maintenant, place à vos questions. Donc, si vous voulez écrire dans le chat directement, si vous avez des questions, on peut déjà mentionner qu'il y a plusieurs exemples qui ont été partagés dans le chat. Donc, si vous voulez regarder, ça peut en inspirer plus d'un, avec des sites notamment pour envoyer vers là. Peut-être je poserais moi une question. Est-ce que dans l'économie collaborative, Guillaume, est-ce que vous voyez aussi, tu sais, quand on parlait beaucoup de réglementation aussi, tu sais, d'encadrer tout ça, est-ce que c'est quoi le danger le plus important que vous voyez dans l'économie collaborative? Comme tout ce qui a un énorme potentiel, il y a des dangers.
voici un des dangers avec lesquels on a beaucoup flirté au Québec. Et je vais spécifiquement parler de Uber. C'est-à-dire que, puis je vais le prendre sur le lien entre le développement d'alternatives communautaires, sociales et l'importance de réglementer pour que ça existe. C'est-à-dire que lorsqu'on est comme dans la nature, là, ce qui vente très fort, ce n'est pas un problème pour les très gros arbres, c'est un problème pour les très jeunes pousses. Alors, lorsque des compagnies très importantes, qui on l'oublie, ont déjà été petites quelque part, arrivent, si la réglementation dit, bon, bien, vu que vous êtes très gros, je vais vous mettre une barre très haute, bien, on vient en même temps de condamner toute initiative locale et, à plus forte raison, coopérative ou sociale, qui pourrait émerger. Un peu comme si je disais, au nom de vouloir empêcher qu'il y ait des empoisonnements alimentaires, j'exige, puis quelqu'un perdrait, je ne sais pas moi, 2-3 journées de travail à cause de ça. Alors, je vais vous exiger d'avoir, vous, les restaurants de Laval, une assurance de 2 millions de dollars pour compenser des clients. Ça a l'air très gentil comme ça, mais si je fais ça, il ne va rester que des très grandes chaînes. Alors, si je n'avais pas fait une réglementation qui permettait à Uber d'exister au Québec, je n'aurais pas non plus Eva, son alternative. Et peut-être qu'à la fin, j'aurais fini juste avec le très gros et je n'aurais pas eu une alternative qui est une coop locale qui offre le même service, mais sur des valeurs et un modèle d'affaires un peu différent. Alors pour moi, ça, c'est un des dangers. C'est à force d'être obsédé par le gros, on oublie qu'on a besoin d'un cadre qui, oui, qui va favoriser les autres, mais qui vont permettre l'émergence d'alternatives locales aussi. C'est intéressant parce que c'est toute la question, pour moi, ça revient à l'inclusion un peu. En fait, ce que je vois, c'est quand on parle d'habitation, on ne dit pas qu'on ne veut pas que les gens puissent avoir accès à leur propre propriété. En tout cas, on n'est pas là. Quand les gens peuvent acheter leur propre maison, puis ils peuvent en avoir qui sont plus chers que d'autres. Mais comment on s'assure de la mixité des modèles? C'est là que les gouvernements et la réglementation peuvent aider. Parce que, tu sais, quand on parle de mixité par rapport à l'inclusion, le logement social, on l'a compris, ça. On commence à penser, OK, il faut obliger dans des secteurs qu'on inclut du logement social à un pourcentage de 20 peut-être, comme Montréal le met à 20 pour le logement social. Bien, comment on peut penser de cette façon-là pour aussi des projets, pour moi, d'économie sociale ou des projets d'économie sociale ou même des projets à petite échelle d'entrepreneurs locaux qui créent de la valeur pour la communauté. Tu sais, comment on peut inclure, avoir un pourcentage d'inclusion, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a peut-être des politiques publiques qui manquent à Laval actuellement ou peut-être même au Québec, il y a peut-être des choses à modifier de ce côté-là? Est-ce que vous avez des exemples même? En fait, il n'y a aucune municipalité au Québec, à ce que je sache, qui est encore réglementée sur de l'inclusion dans... Tu sais, on prend un quartier, je donne l'exemple de Pont-Viau, mais tu sais, on prenait Pont-Viau comme exemple de quartier, puis on disait, bien, à Pont-Viau, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un programme qui permette de l'abordabilité perpétuelle d'un 20 d'espace commercial dédié à des entreprises d'économie sociale ou projets citoyens, whatever. Tu sais. Ben, ça crée de la valeur pour les voisins qui viendraient s'établir, qui sont privés, qui paieraient un loyer normal, mais ça permettrait, je l'explique mal peut-être, mais ça permettrait de créer ce pouvoir attractif, mais de s'assurer qu'il soit périn. Fait que pour moi, mais ça n'existe pas encore. Ils ne l'ont pas fait. Tout ce qu'ils font, c'est des programmes de subvention qui sont temporaires, mais ils n'ont pas encore fait de pérennité, je dirais. À part pour les ateliers d'artistes dont je parle, qui dans certains cas, c'est un budget gouvernemental de 12 millions qui avait été débloqué pour qu'on puisse acheter des bâtiments pour les préserver pour les artistes à long terme. Les artistes payent un loyer, mais il est toujours plus bas. Là. Mais en tout cas, c'est un exemple, mais voilà. Alors justement, comme on est dans les exemples, Alexandre demandait s'il y avait un autre exemple de combinaison finalement parfaite entre l'économie collaborative et l'économie sociale, comme sur le modèle de Eva.
Est-ce que vous en avez d'autres en tête? Il y a évidemment, tout est, je n'ai pas d'exemple qui me viennent en tête particulièrement, puis il y en a plein, mais il faut savoir que toute pratique existe dans les deux volets. Donc, par exemple, je vais remonter loin, là, à dire, là, ça ne fera pas très, je remonte presque à Shakespeare avec le marchand de Venise, ce que j'appelle le commerce de l'argent, c'est-à-dire de pouvoir emprunter des sous en échange de payer une surprime ou de pouvoir laisser mes sous quelque part et de me faire verser, ces temps-ci, à peu près là, 1 sou par année en intérêt. Cette chose-là a longtemps été l'apanage du monde que j'appellerais uniquement à profit, à propriété privée, à profit, jusqu'à ce qu'arrive, dans le cas québécois, un type appelé Alphonse Desjardins. Et la belle histoire, c'est quand il a créé ça, on lui disait « Tu ne rentres pas dans la réglementation ». Et c'est grâce à lui qu'il a tenu ça à bout de bras avec un danger extrême parce qu'il n'y avait pas de loi pour que ça existe. Alors, on est vraiment dans ce cadre-là, puis il a fallu inventer la réglementation de la finance coopérative, mais les produits et les services offerts par une banque et offerts par la finance coopérative sont exactement les mêmes. Par contre, ils sont appuyés sur un mode de propriété différent et sur des valeurs différentes. Alors, il existe la même chose dans la mobilité. Il existe la même chose je parlais dans l'hébergement, vous avez Airbnb, par exemple, et Couchsurfing. Il va exister les mêmes choses, par exemple, dans les livres, le Airbnb du livre. Alors, regardez les livres derrière moi. Bon, moi, c'est du papier peint, je n'ai jamais lu ça. Mais un livre passe sa vie sur une tablette. Alors, comment démultiplier une bibliothèque citoyenne? Il y a des applications qui permettent ça. Je pense que ça s'appelle Bookily, qui permet de... Non, Bookily, c'est le livre des enfants. C'est pas ça, c'est une application française. Je vous la trouverai. Mais c'est la manière comment je peux mettre à la disposition et peut-être ce qui ressemble le plus à ça comme chose facile à mettre en place, c'est les petits groupes Facebook, par exemple, le groupe des amis de la ruelle de. Et là, vous voyez passer les « j'ai une tondeuse, j'aurais besoin d'une pelle, est-ce que je pourrais avoir accès à ça? » Ou ce que vous voyez des fois, pas tant les frigos dans les ruelles, ça peut être un peu problématique à certains moments, mais certainement la chaîne à outils, pour le dire là, brutalement. Alors, comment est-ce qu'on favorise la mise en place? Puis des fois, le catalyseur, c'est des petites choses, soit de créer ou de faire penser, créons un groupe Facebook ou quelque chose du genre, ou encore de créer l'espace physique avec un cadenas dont, par exemple, les gens de la ruelle ont la clé pour pouvoir aller mettre son râteau plutôt que le garder dans son établi à soi, ou aller mettre les jouets d'enfants plutôt que de chacun l'ait dans sa cour. Alors, ça, c'est des petites choses où il y a un peu de... À partir du moment où je crée un réceptacle pour ça, les gens vont l'utiliser. Peut-être moins dans l'économie collaborative, mais plus dans l'économie sociale. Tu sais, il y a des exemples aussi qui sont fort intéressants. C'est-à-dire qu'en fait, à Montréal, c'est le bâtiment 7 qui a l'épicerie Le Détour, mais qui est inspiré de Park Slope Food Co-op à New York, qui ont 6 000 membres dans leur épicerie. C'est une épicerie bio mais qui fait en sorte que les gens peuvent venir faire du bénévolat. Donc, ils ont 6 000 membres. S'ils font du bénévolat, ils ont un rabais de 20 % je crois, à l'épicerie. Donc, ça rend accessible pour les communautés plus appauvries. Mais ça fait en sorte aussi que toute la communauté peut aller s'approvisionner d'une épicerie super, en tout cas très grande, qui offre plein de produits et qui offre une qualité de vie puis un genre d'entre-gens, c'est-à-dire que les gens sont de la communauté impliquée, engagée. Ça crée beaucoup de valeur autour de ça. Donc, c'est pas l'économie collaborative, là, comme je la comprends maintenant, mais pour moi, c'est vraiment un exemple d'entreprise d'économie sociale qui vraiment change la donne dans un quartier. Comme ma brasserie, d'ailleurs, les microbrasseries aussi, oui. Qui sont des brasseries coopératives, sont super le fun pour ce que ça crée dans le quartier. Puis, en fait, ça peut être très intéressant aussi. J'ai une question de Paul-André Dagenet. Oui, allô à tous. En fait, deux petites réflexions que j'ai envie de vous partager. Une, concernant Solon, vous connaissez Solon et leur projet Celsius.
qui, eux, ont réuni à travers une ruelle différents propriétaires de Plex, puis ils vont se chauffer par la géothermie. Donc, ils ont créé une coopérative et ils vont gérer finalement une entreprise énergétique, générer des fonds, abaisser leur facture de chauffage et créer de la richesse pour leur petite communauté. Donc, je trouvais que c'était un très bel exemple là, de ce type de projet-là qui crée de la richesse, puis comme Louise disait, qui crée surtout de la pérennité, parce qu'on a toujours besoin de se chauffer ou se climatiser l'été. Donc, ils vont réussir à générer cette pérennité-là. L'autre exemple que j'ai envie de vous partager, puis ça, c'est un projet plus récent dans lequel Laval Transition est impliqué, c'est on entame une grande réflexion sur le cohabitat à Laval. Le cohabitat, c'est exactement ça, c'est la réflexion de est-ce que j'ai besoin, moi, d'avoir ma laveuse sécheuse dans mon pied carré d'habitat ou si je vais le mettre à l'extérieur dans un local partagé. La même chose pour mon atelier, la même chose pour je sais pas moi, si je suis artiste, justement, j'ai besoin d'espace pour créer. Donc, de réunir ces forces-là, ces éléments-là, mais je trouve que cette réflexion-là va encore plus loin parce que non seulement on se donne un lieu, un habitat, mais on crée aussi une communauté. À travers ça, il y a une communauté d'entraide. Dans le cohabitat, il peut y avoir, exemple, un pourcentage de personnes âgées. C'est très, très populaire dans les pays nordiques, mais on dénombre que dans le cohabitat, les personnes âgées sollicitent 30% moins les services sociaux parce que dans leur entourage immédiat, ils ont l'oreille, l'écoute nécessaire pour ce premier besoin souvent exprimé par les personnes âgées, c'est à savoir de communiquer avec quelqu'un d'autre, de pouvoir au moins avoir un contact humain. Est-ce que ça pourrait diminuer je sais pas moi, le féminicide? On en parle beaucoup ces temps-ci. De cet esprit de vivre en communauté fait en sorte qu'on est moins isolé. Donc, on répond à des besoins sociaux, à des besoins économiques et on réfléchit à un mieux vivre ensemble. Donc, j'avais envie de vous partager ça parce qu'au mois de mai, soit le 20 ou le 27, il va y avoir une première rencontre de réflexion justement sur le cohabitat à Laval. Vous regarderez sur les réseaux sociaux de Laval en transition, une invitation sera lancée. Voilà. Paul-André, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment un bon mix de ce que Guillaume nous parlait puis de ce que je parle parce que pour moi, on a étudié le projet de cohabitat à Québec. Puis ce qui est triste par rapport au cohabitat à Québec, c'est qu'ils n'ont pas intégré la réflexion sur comment on fait pour que ça soit perpétuellement accessible à ce cohabitat parce que ça a créé de la valeur, mais plus que ça avance dans les années, plus que c'est populaire, plus que les prix sont élevés et moins que la mixité est présente. Alors, l'idée, c'est de dire comment, quand on pense cohabitat à Laval aujourd'hui, on peut-tu y penser aussi en matière d'accès perpétuellement abordable? C'est-à-dire, je ne parle pas de logement social, qui est une excellente chose, puis peut-être qu'il peut y avoir des éléments de logement social à l'intérieur du cohabitat, mais je parle vraiment de dire, tu sais, le principe de base, c'est que, là, ça fait très socialiste, mais c'est la terre, l'eau et l'air ne devraient pas être des biens sur lesquels on spécule, il y a de la spéculation, puis qu'il y a de la croissance. C'est quand tu es dans un quartier, puis ta propriété prend de la valeur, c'est beaucoup parce que ce que tu as fait dans ton quartier, puis ce que le monde a investi, puis le monde, ça peut être la ville, ça peut être tes voisins, ils ont planté des fleurs, ils ont créé un écoquartier. C'est pas toi, c'est pas ta maison qui a changé de valeur, c'est ton terrain. Pourquoi c'est toi qui l'empoches? Alors, dans le fond, quand on parle d'abordabilité, en tout cas le modèle d'abordabilité perpétuelle, c'est un peu basé là-dessus. C'est comment on fait pour ralentir un peu la spéculation qui se font sur des biens qui devraient être des communs, comme l'eau. Là, moi, je tombe en bas de ma chaise que ce soit ça. Sur les marchés, actuellement, ça n'a pas de sens.
Mais bref, en tout cas, fait que c'est un peu... j'en reviens juste au cohabitat, mais voilà. Oui, tu as tout à fait raison, Louise. Puis, je pense que c'est juste, je ne sais pas moi, une loi, une réglementation qui pourrait freiner cette spéculation-là. J'en ai aucune idée. Je suis très mal placé parce que je suis courtier immobilier, puis ça me lève le cœur de voir ce type de spéculation-là. Puis le fait aussi de on lève sur des piédestals ceux qui ont des succès dans la spéculation, puis ceux qui font des flips. Bon, c'est des demi-dieux dans ce milieu-là, mais finalement, à quel prix pour nos enfants puis nos petits-enfants qui pourront plus se loger plus tard? Puis le cohabitat, pour revenir à ça, un peu ce qu'on a fait ici à Champfleury, Guillaume parlait d'écoles et de centres communautaires. Guillaume, j'ai un projet à te présenter. Parce qu'on a fait ce projet-là, nous, dans notre quartier, on retombe dans les années 90. Mais c'est comment on peut justement utiliser ce bâti-là, ce pied carré-là, pour créer de la richesse. Selon avec Celsius, je trouve que c'est un projet fabuleux. Pourquoi il ne pourrait pas y avoir dans un cohabitat, on veut toujours avoir un espace où les gens puissent se rencontrer. Cet espace-là, pourquoi il ne pourrait pas être public, pourquoi ça ne pourrait pas être un café ouvert à la communauté, ouvert aux voisins, puis qui pourrait devenir un projet d'autofinancement, qui pourrait venir financer des familles un peu moins nanties à se payer justement le logement qu'ils rêvent. Donc, c'est tout ça qui est à réfléchir. Alors, j'ai Agathe Merz qui juste souligné un autre exemple d'économie collaborative, c'est Alt Coop, qui serait une approche par rapport à l'énergie, le bâtiment et les procédés. Effectivement, ça peut être utile vraiment pour les écoquartiers. Et justement, on parle de tout ce qui pourrait s'en suivre, toutes les bonnes choses qui pourraient être mises en place, tout ce qui pourrait être mis en commun. Mais quels sont les leviers finalement qui pourraient inciter les gens à vouloir plus finalement de logements ou de ces systèmes-là, en fait, de collaboration, etc. Est-ce que tu me permets, Bien sûr. j'ai peut-être un exercice à vous proposer que j'appelle l'exercice qui est à la fois fascinant et terrifiant. C'est le super réveilleur de conscience parce que il faut créer des conversations, il faut avoir des faits qui obligent une conversation. On va le dire comme ça. Et Paul-André le disait bien, souvent les bonnes idées meurent au niveau de la réglementation. Le vrai défi, c'est pas est-ce qu'un avion peut voler, c'est est-ce qu'on a une piste d'atterrissage pour lui. Alors, il faut quelque part s'intéresser au menu détail de la réglementation, mais pour arriver là, il faut créer l'inconfort qui force la conversation. Et une des choses que moi, je travaille avec un paquet d'entreprises dans le monde privé et d'organisations dans le monde public, et on fait ce qu'on appelle l'exercice du double audit. Et c'est très intéressant. Alors, vous prenez un pad de feuilles jaunes là, et bêtement, là, dans votre entourage, et là, ça peut être votre quartier, ça peut être votre chez vous, ça peut être votre organisation, et bêtement, ensemble, vous listez les actifs qui sont là. X pieds cubes, une salle de conférence, une voiture, 3 espaces de stationnement, des outils, peu importe. Et une fois qu'on a fait ça, après ça, vous notez le pourcentage d'utilisation du bien. Déjà là, il y a quelque chose d'inconfortable parce que c'est minime, c'en est choquant. Et là, vous faites, c'est ça le double audit, c'est comme si vous le mettiez dans le miroir et ce qui apparaît, c'est la capacité excédentaire. Et là, vous réalisez que vous avez de l'espace de stationnement qui est vide 60% du temps. Vous avez des outils qui sont inutilisés 95% du temps. Vous avez une salle de conférence, alors qu'il y a plein de groupes communautaires, c'est le grand drame dans les quartiers, qui n'ont pas de lieu pour se rencontrer, et vous avez en même temps du potentiel de salles de conférence, même à l'intérieur des bâtiments de la ville. Moi, je disais aux fonctionnaires, vous savez, il y a la technologie pour soutenir des fesses de fonctionnaires n'est pas très différente que pour soutenir des fesses de citoyens ordinaires. Une chaise, c'est une chaise. Et l'aménagement même des bureaux va avoir un impact sur la capacité de l'utiliser. Prenons un bureau d'avocat, par exemple, ou un bureau d'arrondissement, ou un bureau municipal. Si la salle de conférence est dans le fond des espaces à bureau, jamais je vais la prêter à monsieur, madame, tout le monde pour une raison normale et légitime.
peux pas laisser monsieur, madame, tout le monde avoir potentiellement accès à des données individuelles, personnelles, confidentielles. Mais si j'ai installé ma salle de conférence à l'entrée, là, elle devient facilement partageable. Là, je peux vraiment piger dans mon potentiel de capacité excédentaire. Alors, c'est des fois des choses d'une extraordinaire banalité qui vont ouvrir l'ensemble de la chose. Et si vous voulez pousser l'inconfort qui va forcer une conversation habilitante, c'est que vous prenez le coût de quelque chose et vous le divisez par le nombre d'heures d'utilisation. Et là, vous prenez ce chiffre-là et vous l'affichez bien en vue, vous le rendez public et notre mesure collective de est-ce qu'on s'améliore au niveau de la productivité, au niveau de l'environnement, au niveau des ressources que l'on consomme, c'est si ce chiffre-là diminue parce qu'on l'utilisera davantage. Et juste d'être conscient du coût horaire d'une ressource, par exemple, un véhicule municipal qui bouge, qui serait utilisé, je ne sais pas moi, le tiers du temps, ça veut dire qu'il coûte 3 fois trop cher. Et là, ça amène des réflexions sur comment je fais pour faire diminuer le coût. Soit je renonce à ce bien-là et j'utilise un autre actif excédentaire, ou je trouve des moyens de trouver des utilisateurs pour ça. Mais le premier déclic, c'est d'être conscient du potentiel excédentaire qui nous entoure. Et l'exercice du double audit, d'abord, est très intéressant et va naturellement équiper la conversation et les acteurs. Et les écoquartiers sont probablement superbement bien positionnés pour lancer ces trucs-là. Peut-être, j'en profite juste pour saluer, mais je ne sais pas s'il est arrivé, Jonathan Falardeau de la coop du tiers-lieu, qui est un coworking, le coworking Le Tiers-lieu, qui était aussi une initiative collaborative entre Pixis, qui est une entreprise privée à but lucratif, qui a fait cet exercice que tu parles, je pense, Guillaume, et qui sont venus à la conclusion que l'idée de soutenir, ou en tout cas d'être là comme partenaire de l'émergence d'un espace de coworking à Laval, c'était une bonne idée pour effectivement partager des espaces qui sont sous-utilisés pour la plupart du temps. On va d'ailleurs avoir des opportunités incroyables actuellement avec la baisse de l'occupation des espaces de bureaux. Alors, comme municipalité, il faut se dire, il y a une opportunité qui est là, puis il faut voir qu'est-ce qu'on veut établir là, puis comment on va maintenir, encore une fois, je suis dans ma pérennité, je suis fatigante, pourtant je suis vieille, mais je trouve que l'idée, c'est comment on fait pour s'assurer du maintien de l'abordabilité de ces espaces-là. Tu sais, si on fait des espaces de coworking dans les tours à bureaux, comment on peut, quand ça va devenir très populaire, comment on peut trouver une façon de maintenir l'abordabilité pour un certain type de clientèle. Ouais, c'est vraiment pertinent d'avoir finalement d'instaurer une vision à long terme de tout ce qu'on va mettre en place. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour alimenter ces discussions enrichissantes? Ah, Amal, oui, vas-y. Ben moi, toutes ces discussions m'amènent à un article que j'ai lu. Il y a les scientifiques qui disaient comment on a ces beaux paysages, comment la nature se tient. Ben, ils ont dit ils vont laver un morceau de terre pour voir qu'est-ce qui se passe en bas pour voir qu'on a cette beauté-là. Ben, ils ont lavé la terre, puis ils ont vu que les racines, la plus vieille s'entraide sur la plus jeune, et ça fait comme sous cette beauté. Alors, toutes ces discussions vont amener à l'entraide, tout ce que vous parlez, comment soutenir les autres, l'espace qui est vide, comment le remplir, l'espace qui est... Ben, tout ça, il faut qu'on le travaille. Il faut qu'on arrive à faire des beaux paysages, à assurer la pérennité, à collaborer. Et tout ça, ça va amener à un très beau projet d'écoquartier. Vraiment, merci. Merci pour ce beau message. Et juste, Héloïse Sévès soulignait aussi le projet Locomotion de Solon, qui est vraiment très intéressant aussi, qui permet de partager les autos, les vélos, les remorques à vélo. On les envie. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie grandement pour ces discussions. Puis je vais laisser juste, merci en tout cas Louise et merci Monsieur Lavoie pour vos interventions qui nous ont permis d'avoir plus d'éléments pour des belles discussions sur les écoquartiers. Et je vais laisser la parole à Audrey pour la suite des actualités. Ton micro juste.
Pardon, oui, donc pour faire écho à ce qu'Élodie vient de dire, bien oui, un gros merci, monsieur Lavoie, Madame Oder, d'avoir bien voulu nous partager un peu de votre précieux temps pour participer à cet événement. Donc, on voulait aussi, là, pendant qu'on a nos participants avec nous, vous dire merci à vous également qui gardez notre projet bien vivant, là, à nous, le Creux de Laval, ainsi qu'à Laval en transition et Coalition Climat Laval. J'en profite également pour vous rappeler que, comme à l'habitude, on va vous faire parvenir un sondage d'appréciation afin de connaître vos impressions sur le déroulement de l'activité. Je vais le mettre dans la boîte de chat à l'instant, puis également, je vais vous le mettre dans un courriel post-événement que je vais vous faire parvenir un peu plus tard aujourd'hui. Et puis, on a évidemment une prochaine conférence à venir. On n'a pas encore tous les détails là, pour vous faire un dévoilement officiel en ce moment même, mais sachez qu'on est sur le projet et ça s'en vient. Donc, encore un gros merci à tous pour votre participation. Merci aussi au pôle régional d'économie sociale de Laval, d'avoir bien voulu être partenaire de réalisation pour l'événement. Donc, je vous mets à l'instant le lien dans la boîte de chat. Et puis, je vais inviter mon collègue Alexandre à prendre le micro pour présenter quelques petites nouvelles d'importance si le contenu de la conférence d'aujourd'hui vous suscite un élan, là, un désir de vous impliquer dans l'environnement. En fait, là, on a des différents projets sur la table actuellement, donc je laisse Alexandre Choquette, mon collègue, vous les présenter. Oui, donc bonjour tout le monde. Donc maintenant que la démarche sur les écoquartiers elle est bien entamée, là, on espère que les citoyens et ceux qui nous suivent depuis le début se sentent un petit peu plus outillés là, et à même de donner leur opinion sur l'aménagement des territoires qui constituent leur milieu de vie. Donc nous vous invitons à participer aux différentes consultations qui sont actuellement en cours à Laval. Donc la première, qui est en fait la deuxième là, qui apparaît sur notre diapositive, c'est une initiative directe du CRE de Laval et de ses partenaires, soit Canopé, le réseau des bois de Laval, et les regroupements citoyens des Amis du Trait Carré et du Souvenir. Donc, il s'agit d'un sondage qui est à remplir en ligne directement sur le site web de Canopé et qui vise à recueillir l'opinion de la population sur l'avenir du Trait Carré et les aménagements qui y sont souhaités. Donc, un mémoire qui synthétise les volontés exprimées dans le sondage va être déposé ensuite par nos différents organismes à Repensons Laval dans le cadre des consultations sur le plan particulier d'urbanisme du centre-ville. Il y a aussi également 2 autres consultations qui sont en cours, qui sont très importantes. Donc, celle-là directement pilotée par l'organisme de consultation Repensons Laval. Et ces 2 consultations visent à connaître l'avis de la population sur 2 plans particuliers d'urbanisme qui vont redéfinir l'avenir de 2 quartiers de Laval. Donc, il s'agit des PPU de l'aire Todd de Sainte-Rose, autour de la gare Sainte-Rose, et aussi le plan particulier d'urbanisme du centre-ville. Donc, pour le Todd de Sainte-Rose, il va y avoir une soirée d'information le 11 mai prochain. Donc, on vous invite à participer et ensuite à donner vos commentaires ou mémoires sur le site de Repensons Laval. Et en ce qui a trait au plan particulier d'urbanisme du centre-ville, on vous invite à aller prendre connaissance des 6 projets phares qui sont présentés dans ce plan-là et également émettre vos commentaires là, sur le site de Repensons Laval. Donc, merci pour tout ça. Mathieu, tu voulais ajouter un mot ou pas? Effectivement, donc de la part de Coalition Climat de Laval, juste pour mentionner, c'est que nous, on trouve que c'est très important ce type de conférence-là sur les écoquartiers parce que c'est un thème qui est d'actualité. Il y a beaucoup de nouveaux projets. Puis, à notre avis, considérant les enjeux écologiques actuels, la lutte au changement climatique qui est un impératif, mais tout projet devrait être, en fin de compte, un écoquartier. Et puis, là, pour être pratique, pragmatique, dans les prochaines semaines, il y a Repensons Laval qui a sur son site pour le projet de la gare Sainte-Rose, tout ce développement de ce quartier-là. Ils ont compilé toutes les données qu'ils ont récupérées suite aux consultations pour
proposer un plan préliminaire. Et puis, il y a une consultation pour amener des avis, des mémoires sur ça. Et puis, nous, ce qu'on propose, c'est qu'on puisse travailler en équipe, former des petites équipes pour des mémoires thématiques. Donc, s'il y a des gens parmi vous qui étaient interpellés à pouvoir émettre un avis sur sur le secteur de développement de la gare de Sainte-Rose, mais c'est de nous en faire part dans le sondage à la fin indiqué « J'aimerais participer à la construction de mémoire » ou vous pouvez simplement vouloir présenter vous-même un mémoire et on peut vous appuyer également. Donc, l'idée, c'est que plus que de voix qui sont présentées, le plus que ça a d'effet. Et puis, j'avais un ami qui m'avait dit, quelqu'un d'un peu plus âgé, sage, qui m'avait dit « Toute parole a son effet ». Donc, effectivement, on a le privilège dans les villes, que ce soit Montréal ou Laval, il y a des organisations de consultation et quand c'est fait de façon constructive, qu'on apporte nos opinions, nos suggestions d'une bonne façon, c'est nécessairement ce qu'on se rend compte avec l'expérience, c'est que ça finit toujours par avoir un certain effet et quand plusieurs organisations ont chacun des petites suggestions positives, ben, ça crée un effet d'ensemble qui est très intéressant. Et donc, si vous voulez simplement le mentionner dans le sondage, volontaire ou de participer à une équipe pour produire des mémoires, en outre sur le secteur de la gare Sainte-Rose. Merci. Donc, tous les liens ont été mis, notamment sur le chat, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Si tu permets, Elodie, je voulais simplement rajouter un mot. Là. On a eu des problèmes techniques avec la diffusion en direct sur la page Facebook du CRE de Laval. Donc, sachez qu'on a toutefois enregistré l'ensemble de la conférence de notre côté également. Et puis, comme à l'habitude, le contenu entier sera disponible là, cette semaine, là, en début de semaine, sur la chaîne YouTube du CRE de Laval. Donc, vous pourrez la revoir en entier sur YouTube. C'est bien, parfait. Eh bien, je vous souhaite une bonne après-midi, puis de bonnes continuations, puis on va vous tenir informés pour les prochaines conférences. Bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci à tous. Bon après-midi. OK. Donc, petit bilan. Je vais juste fermer les... Oui, je vais juste m'assurer que tout le monde a bien... On peut arrêter l'enregistrement aussi. Exactement.